Et maintenant, j'invite le porte-parole de l'opposition officielle, Monsieur le député de Saint-Jean, que je salue, à faire ses remarques préliminaires. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe de la ministre. Bien entendu, la ministre aussi fait partie de cette équipe-là, donc l'équipe du ministère aussi. Monsieur Matt, le sous-ministre, Monsieur Trahan, on a eu l'occasion de se rencontrer déjà quelques fois, notamment en commission parlementaire dernièrement. Donc, je m'excuse si on n'a peut-être pas beaucoup de questions pour vous aujourd'hui, parce qu'on a eu déjà l'occasion de vous en poser, mais on y reviendra prochainement ou plus tard au cours de la journée. J'aimerais aussi rappeler à tous ceux qui nous écoutent que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, c'est le 3e plus gros ministère en termes budgétaires du gouvernement du Québec. Malheureusement, nous n'avons pas le temps proportionnel à l'étude des crédits liés à ce budget. Donc, beaucoup de bonnes questions. Nous avons beaucoup de bonnes questions, mais malheureusement, pas beaucoup de temps pour poser ces questions-là ou d'entendre les réponses de la ministre. Donc, malheureusement, on va y aller avec l'essentiel, mais malheureusement, inévitablement, nous allons devoir mettre de côté certains dossiers qui sont importants quand même pour nous. En termes d'emploi, j'ai entendu les remarques préliminaires de la ministre, mais j'aimerais quand même rappeler un chiffre qui demeure. En 2011, le Québec a perdu 51 000 emplois. Juste dans ma circonscription, dans les dernières années, Quad Graphic, Pressmian, Boucherie Jean-Guy Soucy, Olimel, toutes des entreprises qui ont soit fermé, soit eu des mises à pied. On a eu dans l'actualité nationale Aveos, Novalis, j'en passe. Donc, toutes ces entreprises, toutes ces pertes d'emplois-là, c'est aussi des familles, c'est des gens qui ont de la difficulté maintenant à s'en sortir, à faire face au quotidien, aux préoccupations des Québécois. Et c'est pour ça que ça m'amène à vous parler d'un sujet qui nous interpelle beaucoup, qui est la question de la lutte à la pauvreté. Lors du dépôt du budget, le ministre des Finances nous a aussi déposé un petit fascicule qui dit « Le Québec et la lutte contre la pauvreté pour une société solidaire ». La page 16, on peut constater que le taux de faible revenu des personnes aînées a presque triplé depuis 2003. On y voit aussi que pendant la même période, le taux de pauvreté chez les personnes vivant seules a augmenté de 4,2 %. C'est donc 25,7 % de personnes seules qui ont un faible revenu. Globalement, le taux de faible revenu pour l'ensemble de la population a augmenté de 2003 à 2009. Si on reprend, j'ai eu l'occasion d'en parler lors de ma réplique au budget du ministre des Finances à l'Assemblée nationale, un communiqué du collectif pour un Québec sans pauvreté, émis le 30 mars 2012, en matière de lutte à la pauvreté et de réduction des inégalités, le ministre des Finances a préféré faire bien paraître le Québec plutôt que d'en livrer une image réaliste et nécessaire moins rose. En fait, il a tenté sa chance sans succès. Je pourrais aussi citer la Fédération des femmes du Québec qui a dit que ce soit sur l'angle de la retraite, de l'éducation, de la pauvreté ou du développement économique, nous sommes incapables de voir comment le gouvernement tient compte des femmes dans le dernier budget. La FEUC et la FEC, sur la question de l'accessibilité à l'université, on dit « Ce budget est une véritable gifle aux étudiants qui manifestent depuis des semaines leur mécontentement, mais ceux-ci n'entendent pas se laisser faire. Les étudiants soulignent que le mot « étudiant » n'a d'ailleurs pas été nommé une seule fois dans le discours officiel du ministre des Finances. L'IRIS, sur l'endettement des ménages, de la même manière, le gouvernement se lance dans une série d'études de cas pour affirmer que les Québécois ont plus de revenus disponibles. Pourtant, dans son budget, le gouvernement ne mentionne pas une seule fois l'endettement des ménages, pourtant en grande augmentation. Si le revenu disponible est en telle croissance, comment expliquer l'endettement croissant des ménages? Pendant ce temps, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, nous réitérons la demande de milliers de citoyens qui demandent une commission parlementaire sur la question de la pauvreté. J'ai d'ailleurs les courriels ici de plus de 5000 citoyens du Québec qui demandent cette commission parlementaire-là.
Nous n'avons toujours pas eu l'occasion d'en débattre en commission parlementaire, pourtant qui est un enjeu important. Donc, je pourrais amener d'autres sujets, mais j'ai eu l'occasion précédemment, il y a quelques minutes, à l'Assemblée nationale, de poser une question à la ministre déléguée à la santé et déléguée aux services sociaux sur l'itinérance. Je sais que malheureusement, dans nos descriptions de tâches, c'est pas toujours vis-à-vis. Donc, je voudrais quand même, et je crois que la ministre de l'Emploi de la Solidarité sociale se sent aussi interpellée par cette question-là. J'aurais aimé aborder davantage la question de l'itinérance, de la politique en matière d'itinérance, de toute l'action du gouvernement suite à la publication du bilan de la première année. Cependant, je comprends que ce n'est pas la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui s'occupe de cette question-là. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais j'aimerais quand même que la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale considère qu'on lui demande un appui et qu'elle appuie sa collègue auprès de la ministre fédérale sur la question. Donc, Monsieur le Président, ce qui met fin à mes remarques préliminaires, puis on aura en masse de temps pour se parler, malgré que nous avons seulement 4 heures aujourd'hui. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean, pour ces remarques préliminaires. Je vous redonne immédiatement la parole pour votre première intervention. J'ai terminé mes remarques préliminaires. Peut-être que ce serait l'occasion pour la ministre de nous confirmer si elle tente d'appuyer sa collègue aux services sociaux pour la demande du RAPSIM, pour faire en sorte qu'on ait l'argent du gouvernement fédéral dans l'entente Québec-Canada, Canada-Québec, sur la question des mesures pour lutter contre l'itinérance. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président. Alors, ça me fait plaisir, Monsieur le Président. Alors, j'avais comme dans les notes préliminaires du collègue, il y avait beaucoup de questions. Alors, en fait, on a des réponses, évidemment. Pour ce qui est de l'itinérance, comme le collègue le dit, c'est sûr que des fois, c'est dans des ministères séparés, mais ça rejoint tout le temps une même clientèle qui est dans le besoin. Ça, je suis tout à fait en accord avec le commentaire du collègue. Évidemment, moi, ce que je peux vous dire, je connais pas tous les éléments précis qui est dans l'entente avec le fédéral concernant l'itinérance. Mais ce que je peux vous dire, indépendamment de cette entente-là, avec laquelle on va chercher des sous du gouvernement central, ce que je peux vous dire, c'est que l'itinérance, pour nous, assurément, c'est une préoccupation. Et je vais vous dire, c'est surtout à Montréal, là, je ne sais pas si je peux parler, il y en a peut-être beaucoup dans d'autres régions également, mais principalement. Le problème d'itinérance se retrouve dans les grands centres, principalement à Montréal. Alors, nous, dans les ententes qu'on conclut avec Montréal, parce qu'il y a des ententes qui ont été conclues au cours des dernières années avec Montréal, et les sommes qui ont été dévolues à ces ententes-là étaient principalement dédiées aux problèmes d'itinérance, les grands refuges, et les sommes qui ont été données au cours des 3 dernières années, c'est 33 millions de dollars pour 2009, 2010, 2011, 33 millions de dollars qui ont été négociés avec la Ville, dans laquelle la Ville allait chercher également une contribution, je pense une vingtaine de millions de dollars, si je ne me trompe pas, 24 millions de dollars, je le dis de mémoire, là, mais il me semble que je lis ma fiche ici, là. C'est ça. C'est 33 pour nous, notre contribution, et une contribution de la Ville de Montréal. Et c'était principalement pour l'itinérance et la sécurité alimentaire. Donc, ce sont des montants que le ministère, chez nous, négocie avec la Ville de Montréal. Donc, c'était 7 millions en 2008, j'ai dit 2009, 2010, 2011. 7 millions, 8 millions l'année d'après, 9 millions la 3e année, Monsieur le Président. Et on a signé une entente cette année avec la Ville de Montréal pour prolonger d'une 4e année en ajoutant un 9 millions de dollars. On est après également de négocier actuellement avec la Ville de Montréal pour une entente où on serait capable de bonifier ces montants-là. Donc, on est à l'heure actuelle à négocier pour une entente qui se tournerait autour de 9,5 millions de dollars par année pendant 3 ans. Et on serait capable d'y greffer, parce qu'à l'intérieur de cette entente-là, il y a un peu d'argent du ministère des Affaires municipales, à peu près à la hauteur de 500 000 par année. Et on est après à regarder également à l'intérieur d'ententes spécifiques comment on peut encore bonifier cette entente-là pour venir en aide à la communauté métropolitaine de Montréal pour justement qu'elle puisse poser des gestes et des actions ciblées vers les 2 phénomènes que sont le besoin de banques alimentaires sur le territoire de la grande région métropolitaine et également en termes d'itinérance.
Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Je vais raffiner un peu plus ma question. L'Agence de santé des services sociaux de Montréal, le Comité conjoint fédéral-provincial a recommandé une aide de 160 000 $ sur 2 ans au RAPSIM, dans le cadre de la stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Aujourd'hui, à la période de questions, la ministre déléguée aux services sociaux nous a dit que, effectivement, elle appuyait cette demande-là, qu'elle allait contacter par lettre ce qu'elle a fait et par téléphone dans les prochains jours, prochaines heures, pour contacter la ministre Finlay, la ministre fédérale, sur la question. Ma question, c'est est-ce que la ministre de l'Emploi va appuyer sa collègue dans les démarches pour ajouter un poids davantage, pas que la ministre a un poids personnel, c'est pas ça la question, mais un poids en termes de ministre, comme quoi que le gouvernement du Québec au complet appuie la revendication du RAPSIM. C'était uniquement ma question. Madame la ministre. Monsieur le Président, je pense que ma réponse a donné tout à fait la vision et la collaboration que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité fait à l'égard de ce dossier-là. Je pense que et le collègue a parlé de 160 000 $ sur 2 ans. Là, ça doit être 160 millions. J'imagine que c'est peut-être pas 160. C'est 160 000? Bon. Ben alors, c'est largement... c'est beaucoup moins que ce qu'on met actuellement et ce qu'on investit. Ce que je vous dis, c'est que nous, on s'est toujours inscrit. Ça ne relève pas du ministère chez nous, mais de par les ententes avec la Ville de Montréal, ces ententes-là, on laisse finalement la Ville le pouvoir de décider quelles sont les actions qu'elle priorise ou pas avec ses partenaires qui sont concernés, qui sont déjà très terrain dans la grande région métropolitaine à l'égard des gens dans le besoin. Mais nous, avec l'aide que je vous ai annoncée tout à l'heure, 33 millions de $ sur les 4 ans. On est en pleine négociation pour renouveler cette entente-là. Il y a déjà des accords de principe qui sont établis avec la Ville de Montréal. Le ministère des Affaires municipales est avec nous. Donc, on est déjà en mode action. S'il suffit juste d'écrire une lettre à la ministre fédérale pour appuyer la contribution de 160 000 $ sur 2 ans, ça va me faire grand plaisir, chers collègues, d'écrire cette lettre. Mais de toute évidence, on aimerait qu'il y ait encore beaucoup plus de sous qui nous proviennent du fédéral pour cette cause-là. C'est clair. Saint-Jean. On peut vous transmettre la lettre type du RAPSIM pour que vous puissiez la signer pour la ministre Finlay. Mais effectivement, les gens du RAPSIM seraient sûrement heureux d'avoir 160 millions, mais leur demande était 160 000 pour leurs frais de fonctionnement. Marginal sur l'aide et la contribution, que c'est ce que je voulais dire. Là, oui, j'avais compris. Dans un autre dossier, la semaine dernière, le 17 avril, plus particulièrement, j'ai posé à l'Assemblée nationale, à la période de questions, une question concernant les travailleurs d'AVEOS sur les démarches qui sont faites par le gouvernement du Québec pour que ces travailleurs-là puissent avoir l'assurance emploi. Je ne sais pas, d'ailleurs, je m'explique mal encore pourquoi que c'est la ministre du Travail qui m'a répondu en me parlant des salaires des employés, qui n'était pas ma question, qui était est-ce que le gouvernement du Québec fait des démarches avec le gouvernement du Canada pour que les employés puissent avoir de leur ex-employeur, au fond, leur relevé de cessation d'emploi, mais aussi leur assurance emploi par la suite. Je ne parle pas des salaires non payés des travailleurs, mais bien du programme d'assurance emploi. Madame la ministre. Ben, monsieur, encore une fois, c'est un dossier qui il relève vraiment de la ministre du Travail. Alors, nous, la ministre du Travail va faire des pressions ou des requêtes à l'égard des droits de ces travailleurs-là. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ces gens-là ont des droits par rapport à l'obtention de cotisations d'assurance emploi. Nous, chez nous, essentiellement, on intervient, je vous dirais, après ou pendant la période où ils ont du chômage. Mais nous, c'est pour les aider à se relocaliser, à trouver un autre emploi, éventuellement les accompagner pour en fait les guider. Est-ce que la personne avec les qualifications qu'elle a, est-ce qu'il y a des emplois disponibles qui pourraient lui convenir? Est-ce qu'on peut lui offrir une formation pour les personnes qui n'ont pas déjà les qualifications? Est-ce qu'on peut leur offrir les qualifications qu'elles ont besoin? Et on a rencontré, en fait, les gens chez nous sont en contact avec l'entreprise, sont en contact également avec le syndicat. Et on est là finalement pour la suite des choses. Mais pour ce qui est
des requêtes à l'égard du fédéral, ça relève davantage du ministère de la Justice, du ministère du Travail et à la limite du ministère du Développement économique. Nous, on est comme après. Parce que, vous savez, quand une entreprise, tant qu'elle n'a pas décidé de fermer, parce qu'avec Aveos et autant avec Novalis, autant avec Mabé, lorsqu'il y a des espoirs de relance d'entreprise, nous, on n'est comme pas là. Nous, on est là pour venir quand il y a une fermeture définitive et qu'il n'y a plus d'espoir d'une relance éventuelle, comme il peut y en avoir une chez White Birch, ça concerne davantage le ministère du Développement économique. Parce que là, on parle de partenaires financiers, on parle éventuellement de toute la sous-traitance qui, dans le cas d'Aveos, qui peut être quelque chose qui peut intéresser un preneur ou une entreprise. Donc, nous, dans cette étape-là, on peut accompagner, mais c'est davantage dans le processus d'aider les gens à se relocaliser et on met en place soit des comités d'aide au reclassement. S'il n'y a pas suffisamment d'employés, si ce n'est pas une grosse entreprise, c'est un comité d'aide au reclassement de façon continue. Donc, ils vont dans les centres locaux d'emploi et chaque travailleur est évalué en fonction de ses qualifications, de ses années d'expérience, de ses choix et de son orientation, où il veut travailler, dans quel secteur d'activité il veut travailler. Et nous, on cherche à faire le maillage entre ces travailleurs-là qui ont perdu leur travail, mais qui ont une très belle expérience, qui pour nous sont des travailleurs très précieux, qu'on doit relocaliser ou qu'on doit diriger vers d'autres emplois qui sont disponibles et qui demandent une main-d'œuvre qualifiée qui correspond aux qualifications de ces personnes-là. La ministre, Monsieur le député de Saint-Jean. J'entends ce que la ministre nous dit, cependant, ces travailleurs-là, ces extra-travailleurs-là, en ce moment, ils sont sans emploi, n'ont pas de chèque de paye et n'ont ni assurance-emploi, encore moins d'aide sociale, puis c'est correct aussi, mais ces gens-là n'ont pas d'argent et sont face à un néant, ont des difficultés à arriver. Est-ce que la ministre peut nous dire combien de travailleurs d'Aveos ont été rencontrés dans les clés? Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, c'est effectivement, en fait, ce qu'on a chez nous, si jamais ces gens-là étaient pendant une période plus longue, avec pas de réponse, pas de revenus, puis pas de... Nous, on peut leur offrir, on a les deux programmes, qui sont le programme de soutien aux travailleurs âgés et puis le programme de soutien aux travailleurs licenciés collectivement. Donc, on donne à ces gens-là un revenu qui est hebdomadaire, qui leur permet finalement de combler le manque à gagner ou pendant la période où il n'y a pas de revenus. Donc, ces gens-là peuvent être éligibles à une aide de la part du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pendant les périodes où il y a un vide et où ces gens-là n'ont pas aucun revenu. Mais évidemment, ceci n'enlève pas l'obligation du fédéral de répondre aux requêtes et aux besoins de ces gens-là. Puis, c'est la loi. Le fédéral ne peut pas se substituer. On ne peut pas prendre la place du fédéral. Le fédéral ne peut pas non plus la loi l'oblige à verser de l'assurance-emploi à ces gens-là qui ont rempli dûment les conditions pour répondre aux critères de l'assurance-emploi. Donc, je pense que c'est souhaitable parce que ce qu'on donne, nous, c'est pas aussi avantageux en termes de remplacement de revenus. C'est clair que c'est pas aussi avantageux. Donc, ces gens-là, ils ont droit, il faut qu'ils aillent chercher l'assurance-emploi auquel ils ont droit. Et nous, tout ce qu'on peut faire des représentations au fédéral à l'égard du respect de la loi de l'assurance-emploi. Le député de Saint-Jean. La ministre nous dit si un délai plus long. C'est quoi le délai? Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire, un délai plus long. Et est-ce que la ministre peut s'engager aujourd'hui à appeler la ministre Finlay pour que la ministre Finlay puisse octroyer les chèques d'assurance-emploi pour ces gens-là? Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, j'ai une collègue qui est l'homologue de la collègue fédérale qui s'occupe de ça. Alors, normalement, je pense que c'est pas parce que 1, 2 ou 10 ministres qui appellent. Il y a une loi, il y a une obligation à l'égard du gouvernement fédéral. Et ma collègue a déjà fait cette démarche-là. Sûrement qu'on pourra lui poser la question demain matin, Tout à M. le fait, député de Saint-Jean. on pourra lui poser la question, mais ma collègue a déjà fait la démarche de contacter l'homologue fédéral. M. le député de Saint-Jean. La ministre... Le délai, on me dit...
Mais c'est combien de temps est-ce qu'on attend? Ils sont tout de suite admissibles. Ils sont tout de suite admissibles. Ils sont tout de suite admissibles s'ils font la demande. Alors les gens peuvent faire la demande. Alors ils peuvent faire la demande dans le centre local d'emploi pour être éligibles au programme de soutien de travailleurs âgés et au programme de soutien des travailleurs licenciés collectivement. On a déjà dès reçu maintenant. 93. Et on en a déjà reçu 93 demandes du PSTLC, là, travailleurs licenciés collectivement, des travailleurs d'AVEOS qui se sont inscrits à ce programme-là actuellement. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean, vous allez demander aux autres de s'inscrire aussi. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous faire part, Madame la ministre, d'un cas d'un citoyen qui habite ma région, mais c'est pas pour ça que je vous en parle. Une lettre que vous avez reçue de sa part, qui a été accompagnée par l'Association des étudiants adultes de la Rive-Sud, le centre Lemoine d'Iberville. Donc, une lettre qui a été envoyée au mois d'avril. Et ce citoyen, dans cette lettre, nous dit « Le 20 décembre 2010, j'ai perdu mon emploi suite à la fermeture de l'imprimerie Quad Graphics de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'âge de 52 ans, après 29 ans de service. Comme je suis analphabète, mes perspectives d'emploi étaient quasi nulles. Alors, le comité de reclassement m'a proposé de retourner aux études. Emploi Québec a accepté de me financer. Malheureusement, Emploi Québec finance seulement sur une période d'1 an l'analphabétisation, alors que les autres programmes de financement sont de plus d'1 an, allant jusqu'à 3 ans dans certains cas. Un peu plus loin, il nous dit par cette lettre, avec la collaboration d'un groupe de soutien de l'école, je voudrais obtenir le droit d'apprendre à écrire et lire tout en étant financé et ainsi avoir le droit de me sentir une personne à part entière. Madame la ministre? Vous me permettrez, si le collègue l'a vu, je vais fermer la sous-ministre qui est en lien avec Emploi Québec pour nous expliquer les règles là, quand on offre une formation à... Ou bien ça va être Bernard peut-être, là, Joanne? Je peux peut-être... Et si c'était possible d'avoir la copie de cette lettre-là, chers collègues, pour qu'on puisse lui répondre personnellement et le contacter, puis... Ça va me faire plaisir, mais évidemment, on ne la déposera pas ici pour qu'elle soit pas pour la confidentialité, mais je vais vous en remettre une copie personnellement. C'est juste parce qu'on pourrait le contacter personnellement suite à la réponse, puis peut-être que lui aura d'autres questions qui pourraient venir suite à notre réponse. Alors, ça nous fera plaisir de le contacter et puis de le rencontrer éventuellement. D'accord. Copie faite pour la ministre et non pas dépôt pour la commission. Et monsieur le sous-ministre, vous allez vous identifier pour les besoins de l'audio et on attend votre réponse. Monsieur le Président, Bernard Matt, sous-ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Écoutez, en complément, c'est évident qu'on va regarder le cas plus précis parce que chaque cas est unique souvent. Ceci étant dit, c'est vrai que dans nos cadres de mesure, l'alphabétisation, c'est 12 mois maximum. C'est une règle en général de nos pratiques. Ceci dit, une personne peut avoir droit jusqu'à 3 ans à la mesure de formation dans son ensemble, impliquant d'autres volets. Donc, on va le regarder sous cet angle-là, mais théoriquement, là, selon le normatif, effectivement, c'est 12 mois. Député de Saint-Jean. Monsieur le Président, on a eu l'occasion d'en débattre beaucoup et d'en parler avec M. Trahan, justement, lors de son passage en commission parlementaire sur toute la question de l'analphabétisme au Québec et les taux inquiétants. Moi, je considère que c'est quand même un problème de ne pas savoir lire ni écrire pour se trouver un emploi de qualité par la suite. Ne serait-ce que juste pour fonctionner dans une société, dans la société, mais aussi et inévitablement pour se trouver un emploi. Donc, je vois mal quelqu'un apprendre à lire et à écrire pendant que nous, on l'a appris pendant toute notre primaire, toute notre secondaire, puis on doit toujours parfaire cet effort-là, qu'une personne soit financée seulement que sur 1 an pour partir souvent même de très loin, ne serait-ce que même de zéro. Je trouve ça inquiétant. Est-ce qu'il n'y a pas de volonté de la part du gouvernement de changer cette règle?
Bien, Monsieur le Président, je vais laisser la parole au sous-ministre. Comme je vous dis, là, il y a une règle qui est définie. Est-ce qu'on évalue la personne, elle part de où? C'est quoi son degré de besoin, si je puis dire comme ça, parce que les gens ne sont pas tous au même niveau quand ils commencent la démarche. Est-ce que quand quelqu'un a des besoins plus grands, qui sont identifiés et qui sont évidents, est-ce que dans certains cas, on ne peut pas extensionner cette période-là? Bien, Monsieur le Président, on peut. Moi, je pense que dans ce genre de cas-là, chaque cas peut être regardé de façon particulière. La règle, c'est 1 an, mais vous savez, tout comme moi, que quand on a des programmes qui font affaire avec l'être humain, avec ses limites, avec ses capacités, je pense qu'il faut avoir ce bon jugement, cette capacité d'adaptation. Est-ce que dans un cas donné, il y aurait lieu de dire, écoutez, la période d'alphabétisation pourrait être extensionnée parce qu'il y a un besoin évident, et tant qu'on ne comblera pas ce besoin-là, la personne va assurément avoir de la difficulté à être en emploi, à se trouver un emploi et à maintenir un emploi. Alors moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on regarde certains cas particuliers. Maintenant, il faut, dans tous les programmes, il faut mettre des critères, des balises, il faut mettre un encadrement. Et c'est clair que, bon, le ministère ne peut probablement pas dire que finalement c'est au bon vouloir. On peut regarder si quand on analyse un cas, une situation particulière, que les besoins sont évidents. Moi, humainement parlant, je n'ai pas de problème à vous dire qu'on va regarder ce que le ministère peut faire pour aider davantage et s'assurer qu'en bout de ligne, la démarche soit profitable pour l'individu. Moi, je n'ai pas de problème à cet égard-là. Alors, on peut regarder de façon très ouverte la possibilité de soutenir sur une plus longue période un cas particulier. Tantôt. Hein. Merci, Madame la ministre.